C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cette question, cet enjeu. L'Iran cible Israël. Israël réplique l'embrasement. Regardez ces images. Elles symbolisent un point de rupture à de nombreux égards. Les échanges de tirs de la nuit dernière signifient-ils même le pire? C'est la question qu'on va se poser. Près de 2 mois après le début du cessez-le-feu, les sirènes ont de nouveau retenti à travers le nord d'Israël en réaction à des tirs de missiles iraniens. Ici, pluie de missiles, des sirènes entendues à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. En témoigne d'ailleurs le débris de missiles que vous voyez juste ici, missiles iraniens. Et puis, la réponse israélienne ne s'est pas fait attendre. Explosion à Téhéran, dans les villes par exemple de Tabriz ou encore de Ispahan. Ça se passe juste ici, sur votre écran. Le complexe pétrochimique de Machar, également près de la côte nord du golfe Persique, a été visé. Ces frappes défient directement un appel public du président américain Donald Trump. Appel à la retenue. Alors, Donald Trump a-t-il été humilié par Benyamin Netanyahou? Israël est-il prêt à défier Trump? Depuis, les deux pays ont annoncé la fin des frappes. Mais est-ce malgré tout un nouveau cycle d'escalade prolongé qui tente à augmenter de manière significative? Et si oui, eh bien comment l'arrêter? Si Trump était obligé de replonger dans la guerre, il a déjà annoncé ses options et celle du raid de commando contre l'Iran est en haut de la pile. Vous le verrez avec nous dans quelques instants. Et pour tout vous faire vivre, vous le savez, vous pouvez compter sur nos équipes sur le terrain. Nous serons en direct d'Israël, des États-Unis ou encore de Téhéran. Voilà, le grand dossier, c'est parti. L'Iran cible Israël, Israël réplique l'embrasement. Écoutez, regardez. Le régime terroriste iranien a commis une grave erreur en choisissant une nouvelle fois la voie du terrorisme. Nous ne tolérerons pas que les tirs contre les citoyens de l'État d'Israël se poursuivent. En cas de poursuite de l'agression et des actes hostiles, les États-Unis et Israël seront confrontés à une réponse encore plus vigoureuse. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Maya Kadra. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour à vous, colonel Michel Goya. Bonjour. Ravi de vous retrouver, consultant militaire LCI, auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Et vous êtes l'auteur aussi du blog La Voix de l'épée. Guillaume Roquette, merci d'être là, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Ravi de vous retrouver également. Grégory Phillips, vous êtes rédacteur en chef international LCI. Et Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire israélien, est également avec nous. Ce n'est pas tout puisque le général Yakovlev nous rejoindra au cours de cette émission. Pour commencer, on prend la direction du terrain pour retrouver Bethsabée Salem. Bonjour à vous Bethsabée, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Tel Aviv. Bethsabée, alors certes, je le disais, les deux pays, Iran et Israël, ont annoncé l'arrêt des frappes il y a quelques instants. Mais on le rappelle, les dernières heures ont été extrêmement tendues et on a comme l'impression que tout cela reste extrêmement fragile. Oui, effectivement, ici, la population est aussi en alerte que l'armée, puisque vous savez, ici, par exemple, à Tel Aviv, où je me trouve, à plusieurs reprises, la population a dû courir, se réfugier vers les abris. Depuis tôt ce matin, il y a eu des missiles tirés depuis l'Iran, on le sait, mais on rappelle que vers 6 heures du matin, heure locale, c'est les Houthis du Yémen, proxy de l'Iran, qui ont tiré au moins un missile en direction du centre d'Israël. On a pu entendre depuis les abris en sous-sol de très fortes explosions. En loin, la plupart du temps, ce sont des interceptions par la défense israélienne, et toute la population vit à un rythme nouveau depuis la nuit dernière. À nouveau ce rythme de guerre, avec les écoles qui sont fermées, qui resteront fermées demain, avec la plupart des gens qui ne peuvent pas aller travailler parce que leur profession n'est pas considérée comme essentielle, parce qu'ils ne disposent pas d'abris publics, d'abris privés antimissiles sur leur lieu de travail. Alors l'aéroport de Ben Gurion pour l'instant fonctionne normalement, mais les compagnies aériennes une à une annulent leur vol au départ et à l'arrivée de Tel Aviv. Donc ici, le sentiment, c'est que le pays encore est comme en guerre et que l'escalade n'est pas tout à fait terminée pour l'instant. Bethsabée Salem, merci, correspondante LCI en Israël. On se retrouve un tout petit peu plus tard, bien sûr. Et on reste en Israël avec Raphaël Jérusalemi. Donc merci encore une fois d'être avec nous, ancien officier du renseignement militaire israélien que vous êtes. Pareil, à chaud. Ça peut repartir à tout moment. Vraiment, il y a peu de temps, on a appris que chaque camp cessait ses frappes après une demande de Trump. On va en reparler dans un instant. Mais là, à tout moment, ça peut repartir? Oui, pour la simple raison que si les Iraniens continuent à faire un lien entre ce qui se passe entre les Américains et ce qui se passe entre les Israéliens et le Hezbollah, on est dans un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Israël va se défendre contre une attaque du Hezbollah ou alors attaquer le Hezbollah, l'Iran va établir un lien se présentant comme défenseur du Liban, ce qui est bien sûr un bluff,
mais à ce moment-là, prendre ce prétexte, par exemple, pour tirer vers Israël. Israël, évidemment, ripostera, car il est hors de question qu'Israël ne riposte pas s'il est attaqué. Et donc, on est dans un cercle vicieux, à moins que les Iraniens, car Trump a l'air de finir par le comprendre, qu'on s'aperçoive qu'il n'y a rien qui lie les deux théâtres d'opération. Ce sont deux problèmes différents. Le seul lien, c'est ce soutien de l'Iran, logistique et financier, au Hezbollah comme faction terroriste, mais à part cela, les deux champs d'opération sont complètement différents. Donald Trump et les Iraniens peuvent négocier sereinement les traités qu'ils veulent, les accords qu'ils veulent, s'ils oublient ce qui se passe sur le théâtre d'opération libano-israélien. Alors, je retiens l'expression cercle vicieux, on va y revenir, mais colonel Goya, vous êtes d'accord avec Raphaël Jérusalemi, ce sont deux théâtres différents et Trump doit maintenant faire la différence entre Liban et Iran, sinon on n'en sort pas du cercle vicieux. Oui, fondamentalement, oui, ce sont deux théâtres différents. Il y a quand même eu un certain nombre de conflits dans le passé. En 2006, par exemple, entre le Hezbollah et Israël, l'Iran n'était pas intervenu. Dernièrement, dans la guerre de juin 2025, c'est inversement, c'était le Hezbollah qui n'était pas intervenu contre Israël. Donc, je veux dire, il n'y a pas automaticité. C'est pas le cas. Là, maintenant, ce qui est un peu nouveau, c'est que effectivement, l'Iran a placé le Liban quand même au cœur de son dispositif et a repris en main, d'ailleurs, d'une certaine façon, même le Hezbollah. Et c'est l'Iran qui a lancé le Hezbollah dans la guerre contre Israël. Il faut quand même le rappeler. Donc, viser le Hezbollah, c'est viser l'Iran. Donc, c'est le même. Pas forcément. Encore une fois, les Israéliens ont visé le Hezbollah dans le passé plein de fois, quoi. Mais c'est la première fois maintenant que l'Iran dit voilà, vous attaquez le Hezbollah, c'est comme si nous attaquiez nous, qui fixe des lignes rouges aux Israéliens, et que c'est la première fois qu'ils lancent une salve de missiles sur Israël parce que un proxy a été attaqué. Ça, c'est effectivement quelque chose de nouveau. Donc, les Iraniens associent le Liban, en tout cas le front libanais, complètement à leur cause, parce que ça leur sert, ça permet de divertir à la fois Israël, et puis ça permet de dissocier aussi, enfin de placer un coin d'entre Netanyahou et Donald Trump. Une information qui vient à l'instant de tomber et qui, franchement, entretient l'idée d'une grande précarité et d'un possible retour des frappes. Regardez, Israël, à l'instant, rejette les conditions d'Iran et continuera d'agir au Liban contre le Hezbollah. Grégory Phillips. Oui, bien sûr, parce que c'est la mission que s'est donnée Benjamin Netanyahou, faire en sorte que les habitants du nord Israël vivent débarrassés de cette menace du Hezbollah qui est là depuis des années. Colonel, vous parliez de la guerre de 2006, effectivement, quand il y a eu ces 33 ou 34 jours de guerre entre Israël et le Hezbollah, l'Iran n'était pas intervenu, hormis par des moyens indirects, évidemment, de financement, d'armement, mais pendant cette guerre très importante, on n'avait pas vu des missiles iraniens pleuvoir sur Israël. Et je dois dire que c'est assez, pardonnez-moi l'expression, elle est peut-être un peu malheureuse, mais assez malin de la part des Iraniens, de la République islamique, d'avoir placé la situation au Liban au centre de tous les enjeux. Regardez, depuis 48 heures, on en parle plus que du nucléaire, on en parle plus que du détroit d'Ormuz, on en parle plus que du programme balistique iranien. C'est devenu la pierre angulaire de ce conflit. Mais alors, pardon, donc c'est bel et bien le même terrain. Vous parlez de ce conflit, ça veut dire que le terrain iranien et le Hezbollah au Liban... En fait, la République islamique a fait de ce terrain l'enjeu central de ce qui se passe en ce moment et des négociations. Et du coup, on est obligé, effectivement, de surveiller ce que Netanyahou fait au sud du Liban. Et vous l'avez dit, il a l'air déterminé à continuer à frapper le Hezbollah. Alors, Raphaël Jérusalemi, votre réaction? On l'apprend à l'instant, Israël rejette les conditions de l'Iran et continuera d'agir contre le Hezbollah au Liban. Du coup, c'est quoi la suite? Les prochaines heures, la nuit prochaine, les frappes à nouveau, et demain on se retrouve et on racontera à nouveau des nuits de tirs de missiles? Oui, alors le cercle vicieux, c'est sûr, d'autant plus vicieux que au moment même où je vous parle, il y a des tirs de roquettes du Hezbollah vers les villages de la Galilée du Nord. Par chance, ils ont atterri au sud Liban et non pas en Israël. Donc on peut là décider que c'est une attaque ou pas sur la souveraineté israélienne et attaquer la Daria, car Israël a dit que si la condition sine qua non, et on en avertit Téhéran mais aussi la Maison Blanche, si le Hezbollah continue de tirer sur les villages frontaliers du nord d'Israël, et la Daria, le quartier donc du Hezbollah privilégié à Beyrouth, sera frappé. Et si ce quartier est frappé, les Iraniens, eux, peuvent à ce moment-là
s'ériger. Je voudrais juste terminer en disant quand même un point extrêmement important. D'abord, le Liban ne reconnaît pas cette soi-disant défense des Iraniens qui viennent à sa rescousse. Bien au contraire, aujourd'hui, le gouvernement actuel de Beyrouth voudrait se débarrasser du joug iranien. Mais surtout, ni Beyrouth ni Jérusalem ne sont partie prenante des négociations qui ont lieu entre Téhéran et Washington. Ce qui se passe entre Donald Trump et Mujtaba Khamenei n'a rien à voir avec ce qui se passe entre le président Aoun et Benjamin Netanyahou, qui eux d'ailleurs sont peut-être sur la voie, peut-être, on l'espère, on prie d'une normalisation possible. Donc c'est en fin de compte une panique. Je termine avec ça. Les Iraniens, s'ils font cette équation et s'ils attaquent avec une telle violence à propos d'un pays dont ils se fichent complètement, c'est parce qu'ils sont en pleine panique. Ils sont en panique de perdre le Liban, qui était une zone d'influence qu'ils contrôlaient, et ils sont en panique de perdre leur dernier proxy d'importance, qui est le Hezbollah. Alors, on reste ensemble, bien sûr, mais voilà, le cercle vicieux, on comprend la grande précarité, les déclarations se multiplient. Je vois M. Galibaf, là, qui dit que tant que vous n'aurez pas une réelle volonté d'instaurer la confiance, la réponse de l'Iran sera celle-ci, donc référence aux frappes à n'en pas douter des dernières heures. Les mots engrenage ou escalade sont souvent galvaudés. Mais là, on a comme l'impression, le colonel le disait, il s'est passé des choses nouvelles ces dernières heures dans la logique de ce conflit. Oui, on y est. Des choses nouvelles. Cette inertie du conflit, elle s'est rompue hier après la frappe israélienne sur la banlieue sud et la riposte iranienne à coup de 5 salves de missiles balistiques. Et cette inertie a été rompue par, on parlait des Iraniens qui sont malins. En effet, il y a aussi les Israéliens qui ont été malins en ciblant la banlieue sud, le QG du Hezbollah, parce qu'ils savaient exactement que la réaction, que ce soit du Hezbollah ou bien de la République islamique d'Iran, aller dans le sens de l'escalade. Parce que l'Iran, jusqu'aujourd'hui, elle détient 2 leviers de pression majeurs. Le premier levier, il est plus d'ordre logistique, c'est le blocus au niveau du détroit d'Ormuz. Deuxième levier de pression dans les négociations, c'est le Hezbollah. C'est pour cela qu'il y avait une volonté iranienne dès le début de ces négociations de lier le sort du Liban au sort de l'Iran. Chose que, évidemment, comme l'a rappelé Raphaël Jérusalemi, est rejetée par le gouvernement libanais, par le Premier ministre, par le président de la République aussi libanaise, par une majorité parlementaire. Et en fait, dépouillé de ce levier de pression qu'est le Hezbollah, qu'est le terrain libanais, l'Iran est tombé hier dans un piège en effectuant cette riposte. Autant ils tiennent le blocus au niveau du détroit d'Ormuz, autant sur le terrain libanais, ils commencent à perdre de l'influence populairement, au niveau aussi du pouvoir politique, et il y a une volonté israélienne d'aller jusqu'au bout dans cette guerre contre le Hezbollah. C'est Israël Katz, le ministre de la Défense, qui a dit « ce qui vaut pour le nord d'Israël vaut aussi pour la banlieue sud de Beyrouth ». Alors, on en débattra, on a du temps pour ça, mais certains estiment qu'au contraire, l'Iran continue de montrer qu'il donne le tempo dans la région, donc on va en reparler dans quelques instants, mais vous le savez, il y a eu des montées en tension importantes la semaine dernière, la semaine précédente, mais à la fin, on se disait escarmouche. Mais là, ce ne sont pas les mots qu'on entend ces dernières heures, Guillaume Roquette. Vous êtes d'accord, ça va un peu plus loin, là? Bien sûr, et on a vécu hier une vraie rupture avec ces frappes iraniennes sur Israël, parce que c'est la première fois, depuis le 8 avril, donc depuis maintenant 2 mois, que le cessez-le-feu est rompu de façon aussi spectaculaire. C'est la première fois aussi que l'opposition apparaît aussi claire entre, d'un côté, Netanyahou qui dit « laissez-moi m'occuper du Liban », et gérer votre guerre, Donald Trump, avec les Iraniens, mais nous, il s'agit de notre sécurité, et donc vous ne pouvez pas lier les 2 événements. Et de l'autre côté, l'Iran qui envoie un message très clair en disant « nous frapperons Israël tant que Trump n'aura pas imposé à Netanyahou d'arrêter ses actions au Liban », parce que, évidemment, pour l'Iran, et ils l'ont dit depuis le début des négociations, on ne peut pas dissocier ces 2 fronts, même s'ils sont distants de 2000 km. Alors vous avez cité Trump, effectivement. Trump, Raphaël Jérusalemi, il avait fait savoir, et visiblement assez fermement, à Benyamin Netanyahou qu'il ne voulait pas de réplique, de riposte. Riposte, il y a eu. Oui, Netanyahou n'en a plus rien à faire de la parole de Donald Trump? Non, pas du tout. Israël reste très très dépendant du soutien américain.
logistique et militaire. Ceci étant dit, entre bons amis, on n'est pas toujours d'accord et l'un n'est pas toujours celui qui commande l'autre. Donc je pense que Netanyahou s'est déjà fait engueuler, j'ose dire poliment, puisque Donald Trump ne s'est pas gêné pour l'insulter. Il peut se faire taper sur les doigts de temps en temps. Je ne pense pas que ça ira jusqu'à un arrêt du soutien américain aux Israéliens. En fait, là, ce sont des désaccords qui mènent à des frappes et donc potentiellement à des blessés et des morts. Pour des petits désaccords entre amis, ça va quand même un peu loin. Là, il n'y a pas vraiment d'accord. Nous, au moment où je vous parle, il y a encore des alertes sur la Galilée du Nord, donc nous sommes attaqués. C'est très gentil de la part d'un président étranger de nous dire quoi faire ou ne pas faire. Le premier ministre, israélien, lui a un devoir, c'est de protéger sa population, le pays dont il a la responsabilité, et donc d'attaquer, de contre-attaquer. Donald Trump ne peut pas interdire à Israël de se défendre, il ne peut pas interdire même à Israël d'attaquer l'Iran si jamais la menace iranienne se précise. D'ici un quart d'heure, nous saurons beaucoup plus, puisque à 18h15 israélienne, donc 17h15 heure française, Benjamin Netanyahou va prononcer un discours puis télévisé. Je ne sais pas s'il sera à l'heure, mais on va certainement en savoir plus. Je vais juste préciser qu'aujourd'hui, la frappe israélienne a été d'une violence rare. Donc la gifle que se sont pris aujourd'hui les Iraniens, ils peuvent faire toutes les déclarations qu'ils veulent, est une gifle sérieuse avec la destruction de tout ce qu'il avait réussi plus ou moins à réparer sur le plan de la défense antiaérienne et de la production de missiles, inclut la destruction de centres pétrochimiques qui assurent la production du propergol, c'est-à-dire du carburant pour les missiles, avec, et ça c'est quand même un signal très clair envoyé aux Iraniens, l'utilisation de missiles qui n'avaient pas été utilisés de cette manière-là et avec autant d'intensité auparavant, des missiles balistiques mais tirés par des avions, non pas des missiles sol-sol, des missiles balistiques tirés par des avions qui jusqu'à présent Israël d'ailleurs prétendait ne pas avoir, mais aujourd'hui il les a tirés sur Téhéran et Ispahan. Alors, on reste ensemble, multiplicité des points de vue, direction Téhéran. On va retrouver Siavash Ghazi, le correspondant RFI et France 24 qui est à Téhéran. Les frappes de l'Iran, nous dit Siavash, sont d'autant plus importantes qu'elles représentent, selon ses propres mots, un changement de doctrine de la part du régime. Siavash Ghazi, depuis Téhéran. À la surprise générale, l'Iran a annoncé la fin de ses opérations en début d'après-midi. Dans un communiqué, les gardiens de la révolution ont affirmé que désormais, il y a un arrêt des opérations militaires, mais cela est conditionnel puisque si jamais Israël reprenait ses attaques contre le Hezbollah et les populations chiites au Liban, l'Iran interviendra de nouveau avec encore plus de force. C'est un changement de la doctrine militaire de l'Iran, a affirmé un haut responsable, l'ayatollah Larijani, qui dirige le conseil de discernement du régime, donc une instance très importante qui a dit que il y avait désormais un changement de la doctrine militaire, ce qui veut dire qu'en clair, si jamais il y a une attaque contre les alliés de l'Iran dans la région, le Hezbollah ou les Houthis au Yémen, l'Iran se réserve le droit d'intervenir directement pour frapper l'État ou le pays qui a mené ces attaques. Donc un changement radical de la doctrine militaire de l'Iran. Dans le même temps, il y a eu une série d'attaques à la mi-journée contre la capitale iranienne, des drones qui ont survolé la capitale et ont frappé certaines cibles. Un drone a été abattu, mais dans le même temps, l'Iran a annoncé que désormais le détroit était encore plus fermé que jamais, puisque aucun navire ennemi n'a le droit de s'approcher de la mer d'Oman. Si jamais c'est le cas, l'Iran interviendra sans avertissement et visera directement les navires des pays ennemis, c'est-à-dire les États-Unis, Israël, mais aussi par exemple les Émirats arabes unis ou encore le Bahreïn et Koweït. Merci beaucoup Siavash Ghazi depuis Téhéran. Alors colonel Goya, Raphaël Jérusalemi il y a quelques instants disait que Israël avait frappé vraiment lourdement l'Iran. Je voudrais qu'on revoie en images les deux frappes majeures dont on parle. Parmi les cibles attaquées, il y a le complexe pétrochimique. Alors pardonnez-moi pour la prononciation de Machar. C'est le deuxième plus grand hub pétrochimique et terminal maritime de l'Iran. Golfe Persique, 25% des exportations au total de l'Iran passent par là, produit plus de 70 millions de tonnes de produits chimiques, engrais, polymères, etc. Les Israéliens disent aussi des matériaux pour des fusées et des drones. Et de l'autre côté, il y a Karoun, un autre complexe pétrochimique qui a été frappé. Oui,
l'Iran a été durement frappé ces dernières heures? Oui, bien sûr. Stratégiquement? Oui. De la part des Israéliens, en gros, il y avait 3 options. Et la première option, on fait rien. Voilà, c'était un peu c'est comme en 1990, lorsque l'Irak lançait des missiles Scud sur Israël, que les Américains avaient dit non, vous bougez pas. Bon, à l'époque, les Israéliens n'avaient pas bougé. Maintenant, c'est fini. Les Israéliens bougent toujours. Et puis la question, c'était quelle intensité ils vont mettre dans cette riposte. Alors, ça pouvait être un peu symbolique, comme en avril 2024. Vous savez, les premiers échanges qu'il y avait eu de tirs entre l'Iran et Israël, c'était resté relativement maîtrisé, en tout cas, enfin c'était assez symbolique, même la riposte israélienne. Là, ils ont choisi de frapper très fort. Il faut quand même se rappeler que les Israéliens sont frustrés de l'interruption de la guerre. Ils sont frustrés 2 fois. Ils ont été frustrés de l'interruption de la guerre en juin 2025 en disant écoutez, on nous a arrêtés à mi-chemin. Ils ont été frustrés une 2e fois dans la guerre en cours, pas Donald Trump, une nouvelle fois disant voilà, on était au bout du chemin. Donc ils sont assez volontaires pour terminer le boulot d'une certaine façon et vraiment casser au moins l'instrument militaire iranien et si possible le régime. Et donc là, ils ont profité, pour en donner un grand coup. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont effectivement des cibles militaires ou d'intérêt militaire, des radars, enfin tout ce qui est défense aérienne, enfin tout ce qui pourrait entraver éventuellement de nouvelles frappes. Et puis des sites de missiles, des sites de drones, des sites de propergol, etc. Donc, ils s'attaquent véritablement à l'écosystème militaire et notamment à l'écosystème de frappe ou de contre-frappe de défense aérienne iranien. Donc, ils ont frappé très fort avec cette volonté. Il y a un intérêt militaire, mais il y a aussi cette volonté de dissuader. De la même façon que le but des Iraniens, c'est de dissuader éventuellement Israël d'attaquer à nouveau fortement le Hezbollah, et notamment la banlieue de Beyrouth. Les Israéliens disent ok, nous aussi on va dissuader, c'est-à-dire que si vous relancez des missiles, on frappera au moins aussi fort. Et donc réfléchissez bien. Alors du côté des Iraniens, on a célébré certaines des frappes en retour, à coup de frapper Tel Aviv. Regardez cette séquence. Et donc, Maya Kadra, je vous le disais, certains observateurs estiment, contrairement à vous, que l'Iran a l'impression de dicter le rythme dans la région, de donner le tempo, avec notamment ce changement de doctrine, comme le revendique désormais le régime, avec une montée en gamme depuis la nuit dernière. Téhéran donnait le tempo, en effet, du temps de Qassem Soleimani, qui a été éliminé par Donald Trump. D'ailleurs, lors de son premier mandat, Téhéran donnait le tempo du temps du régime syrien, quand ils avaient des bases militaires en Syrie, quand ils étaient au paroxysme de leur puissance. Aussi, au Moyen-Orient, on voit très bien que leur image et leur influence commencent à ternir un peu, que ça soit en Irak. On voit très bien qu'il y a beaucoup de milices irakiennes aujourd'hui qui rejoignent l'armée. Les Houthis ont encaissé un coup très très dur l'année dernière, surtout après les frappes sur le port de Hodeïda, qui a un peu neutralisé la menace balistique des Houthis. Le Hezbollah, certes, n'est pas encore complètement éteint en tant que force militaire milicienne, mais ils sont également affaiblis. Là où Téhéran n'arrive plus à percer dans le jeu interne au Liban, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, le Hezbollah a été déclaré comme organisation aux activités illégitimes par le gouvernement libanais. L'Iran ne dicte pas le tempo dans les négociations directes entre Israël et le Liban à Washington. Il n'y a pas de représentant iranien. Et aujourd'hui, même l'ambassadeur iranien à Beyrouth est déclaré persona non grata. Donc il n'y a pas de tempo dicté. Il dicte uniquement les actions du Hezbollah aujourd'hui. Grégory ? Vous avez raison de pointer toutes ces faiblesses accumulées de l'Iran, mais ils ont beau jeu néanmoins dans leur dialectique de s'estimer quasiment vainqueurs de cette guerre. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient les plus faibles et ils sont encore debout avec encore une capacité d'envoyer quelques missiles sur Israël la nuit dernière. Donc dans la logique, si vous voulez, des dirigeants de la République islamique, ils sortent vainqueurs de cette guerre. On l'a vu quand il a fallu négocier. Ils estiment qu'ils sont en position de force. Pourquoi ? Parce qu'ils ont résisté à la puissance américaine et à la puissance israélienne. Qu'en pense le général Yakovlev ? Il va nous le dire dans quelques instants. Je vous en prie, faites votre entrée sur ce plateau. Soyez le bienvenu, général Yakovlev, ancien vice-président d'État, vice-chef d'état-major du chef. Je vous ai donné du grade. L'OTAN. Merci beaucoup d'être avec nous. Regardez à nouveau ces images pendant que Maya Kadra vous remet correctement la
Votre cravate, voilà. Regardez ces images. En les regardant, on va se poser une question. Les échanges de tirs de la nuit dernière signifient-ils le pire pour les heures à venir? Près de 2 mois après le début du cessez-le-feu, sirènes dans le ciel d'Israël, débris de missiles iraniens en Cisjordanie, explosion à Téhéran, dans les villes de Tabriz, Ispahan, complexe pétrochimique visé également. Toutes les images et l'analyse c'est à retrouver effectivement avec nous. Et puis des questions supplémentaires. Les rebelles Houthis du Yémen se sont rappelés notre bon souvenir. Ils ont frappé aussi. Y a-t-il le risque de l'escalade régionale au tournant? Et Israël a frappé contre l'avis de Washington. Est-ce que Israël est prêt à s'engager seul désormais sur la route du conflit? Quid de Trump? Et s'il décide de s'engager dans la guerre, quel scénario? Il y en a plusieurs qu'il a remis sur la table. On va tout vous dire dans un instant. Merci Raphaël Jérusalemi d'avoir été avec nous. Allez, à tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier avec toujours cet enjeu. L'Iran cible Israël, Israël réplique, l'embrasement. On en parle bien sûr avec mes invités. Mais là tout de suite, c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. Allons-nous vers une affaire Barela? Le frère de Jérôme Barela, principal suspect dans la mort de Liana, a été placé en garde à vue pour viol sur mineur de plus de 15 ans et viol par conjoint, séquestration, menace de mort par conjoint. Les faits auraient été commis entre 2007 et 2017. Dans ce contexte, Gérald Darmanin reconnaît, lui, un terrible échec de l'action de l'État et de la justice. Il demande une mobilisation générale après la mort de Liana. Mis sous pression, il écarte l'idée de démissionner. Les ennuis judiciaires s'accumulent pour Patrick Bruel alors qu'il est actuellement en garde à vue. 2 nouvelles plaintes pour viol ont été déposées contre le chanteur. L'une par une ancienne Miss et l'autre par une kinésithérapeute. Dans l'actualité également, quand Xi Jinping dit au dictateur nord-coréen Kim Jong-un de vouloir porter les relations à de nouveaux sommets. Le président chinois a été accueilli en grande pompe aujourd'hui en Corée du Nord pour sa première visite depuis 2019 à Pyongyang, à l'heure où le pays s'affirme aux côtés de Moscou et maintient fermement le cap sur son programme nucléaire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous reprenons le fil de ce grand dossier. L'Iran cible Israël, Israël réplique l'embrasement. Toujours avec moi sur ce plateau, j'en suis ravie, Maya Kadra, Guillaume Roquette, toujours avec le colonel Goya, avec Grégory Phillips et donc général Michel Yakovlev, ancien vice-chef d'état-major du SHAPE. Et non, vous n'êtes plus vice-président. En 8 minutes, tout a basculé. C'est l'OTAN. Merci beaucoup d'être avec nous, général Yakovlev. Alors le retour de la guerre. Vous allez le voir, Israël et l'Iran ont repris leurs attaques ces dernières heures, réciproques. La trêve, plus que jamais menacée, c'est souvent galvaudé, mais là c'est vrai. Après 100 jours de guerre et 2 mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu déjà très fragile, la région menace de s'embraser une nouvelle fois. Et pour tout comprendre vraiment des enjeux aujourd'hui, de ce qui s'est passé précisément, c'est le colonel Goya qui m'accompagne. Colonel, le déclencheur, hier matin, c'est une frappe du Hezbollah sur le nord d'Israël, suivie par une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth. À partir de là, c'est l'escalade. Et racontez-nous le premier acte. Alors oui, il faut rappeler quand même que l'Iran, avant toute cette affaire, avait placé toute attaque contre Beyrouth comme une ligne rouge à ne pas franchir, qui susciterait des réactions. Accessoirement, Donald Trump avait suivi l'Iran dans cette voie. Or, les Israéliens, après l'attaque du Hezbollah contre le nord du pays, ont décidé de franchir cette ligne rouge. Et donc là aussi, mécaniquement, et ça c'est une vraie nouveauté, les Iraniens se sont crus obligés, se sont sentis obligés de faire quelque chose et donc de frapper, de lancer une salve a priori de 11 missiles, des missiles modernes, hein. Il y a des Fatah 1, c'est ce qu'ils ont de plus moderne, qui lancent sur le nord d'Israël. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils lancent vraiment sur le nord d'Israël en faisant en sorte que ça passe au-dessus de la Syrie et du Liban. Et il faut montrer aux Libanais que c'est pour et en particulier au Hezbollah, que c'est pour eux que les Iraniens frappent. Donc cette première salve de 11 missiles, elle ne passe pas, c'est trop peu pour vraiment saturer la défense. Et même les missiles Fatah les plus modernes, donc qui ont des ogives qui est divergentes et manœuvrables, ne passent pas. Donc c'est un échec. Et là aussi, évidemment, dans la foulée, il y a une réaction israélienne utilisant non pas des missiles cette fois ou des missiles lancés par air, par la force aérienne qui, elle, va évidemment se frapper toute une série de cibles préétablies déjà en Iran. Oui, parce qu'après ces tirs, Donald Trump dit qu'il va demander à Benjamin Netanyahou de ne pas riposter. Mais la riposte israélienne arrive tout de même quelques heures plus tard. Oui, c'est-à-dire que les Israéliens franchissent d'une certaine façon, désavouent une deuxième fois Donald Trump.
difficile d'imaginer de pouvoir faire autrement. Et non seulement il les avoue, mais il les avoue franchement en lançant effectivement 2 vagues de frappes sur une quinzaine de cibles sur l'ensemble de l'Iran. Donc il frappe très fort. On en voit les principales, des sites de fabrication de drones, sur un aéroport de Téhéran, sur des sites de missiles, etc. Donc il s'attaque véritablement, et ça c'est intéressant aussi, militairement, à toute l'infrastructure de frappe. Alors de défense aérienne, donc ça peut servir plus tard si on veut à nouveau attaquer le pays par la voie des airs, et 2, toute la menace des missiles, des drones, que ce soit les sites de lancement, que ce soit on voit les complexes pétrochimiques qui sont attaqués. Alors c'est à la fois des cibles économiques, mais c'est également pour frapper toutes les installations qui servent à produire le propergol pour les missiles, etc. Donc les Israéliens frappent quand même très fort dans la nuit. Alors c'est pas fini, puisque l'engrenage frappe-riposte et la frappe se poursuit. Oui, donc là on est une séquence d'attaque-riposte. Les Iraniens renvoient une série de petites salves. Encore une fois, on est sur des petites salves au total. Il y aura peut-être une trentaine de missiles balistiques qui seront lancés. On estime que les Iraniens en ont 1 millier. Ils pourraient faire beaucoup plus fort. Mais ils dosent quand même leur effort, donc ils lancent une série de salves pour montrer qu'ils sont capables de riposter à l'attaque israélienne. Donc là, ils frappent un peu plus le sud du pays et ils font appel aussi à leur allié Houthi au Yémen pour les aider. Donc on voit la carte. Les Houthis, qui étaient quand même plutôt discrets dans ce conflit, entrent un peu dans la danse. Ils lancent 2 missiles, à peu près n'importe où, sans aucune précision, mais là aussi c'est un peu symbolique de leur part, dire voilà, on fait quelque chose contre Israël. Mais surtout, et c'est ça qui est peut-être le plus intéressant, ils disent écoutez, on va reprendre le contrôle du trafic maritime en empêchant tout navire lié à Israël, alors c'est quand même assez flou, de passer par le détroit de Bab el-Mandeb. Et voilà. Et donc là, on a une série d'actions, réponses, toute une séquence complète qui peut se terminer, qui semble se terminer en tout cas pour aujourd'hui, mais qui peut reprendre à tout moment. Il suffit que les Israéliens refassent la même chose et réattaquent Beyrouth pour qu'a priori on revienne sur exactement la même séquence. Donc l'engrenage potentiel. Oui. Merci beaucoup, colonel. Général Yakovlev, 30 missiles de l'armée iranienne tirés selon Tsahal. Voilà les chiffres des dernières heures. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui encore de simple escarmouche comme on l'a fait ces derniers jours, ou cette fois, selon vous, on est dans l'engrenage du retour de la guerre? Engrenage du retour, je ne pense pas que ce soit le souhait des Iraniens. Alors, c'est pas un geste anodin, c'est pas sympathique, mais comme l'a dit Michel Goya, bon, ils en ont 1000, donc ils auraient pu faire beaucoup plus. Donc c'est une forme le mot pudique, c'est signalement stratégique. D'autant plus qu'ils savent que les Israéliens vont les intercepter, en gros. Alors ils aimeraient bien qu'il y en ait un qui explose au sol, quand même, histoire de... Voilà. Mais est-ce que les Iraniens veulent une relance de la guerre? Je ne crois pas. Mon sentiment, c'est que les trois, Israël, Iran et États-Unis, savent pas quoi faire. Les trois on fait quoi maintenant? Demain, qu'est-ce qu'on fait? Israël ne vous semble pas être les plus déterminés ou les plus certains de leur... Même Israël, pareil, au sens, on fait quoi pour gagner cette guerre? On continue à taper sur le Liban, ça nous rapportera quoi? Donc en fait, les trois partis il me semble, ils font n'importe quoi parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre, si j'ose dire. Et au passage sur... à moins qu'on y revienne plus tard, sur le degré de contrôle des Américains sur... On va y revenir dans un instant. Okay. Mais pas à pas, ma question, à chaque fois qu'on est sur ce type de séquence, c'est l'occasion de revoir le rapport de force, d'essayer d'évaluer à quel point chaque camp est capable d'arriver autour de la table ou non, mais avec une force supérieure à celui d'en face. Là, aujourd'hui, selon vous, dans le rapport de force, qui est au-dessus? Je regarde mes fils Twitter, voilà, pour être tout à fait transparente, de pas mal d'experts. Et j'en vois un, là, il y a encore quelques secondes pendant notre page de publicité, qui dit « L'Iran perd beaucoup, mais l'Iran gagne ». Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Et ce que disait Grégory Phillips tout à l'heure, c'est quand vous êtes attaqué et que vous survivez, ça veut dire que votre assaillant a perdu, en fait. Donc, et les Iraniens sont convaincus d'avoir gagné parce que quand cette guerre sera finie, il y a un moment où elle s'arrêtera, ils sauront qu'il n'y en aura pas d'autres. Pour les 20 à 30 ans à venir, il n'y a aucun président américain qui dira « on va rejouer Epic Fury ».
Donc ils savent qu'ils sont tranquilles après. Donc il faut juste gérer la fin. Mais vous disiez quelque chose de très fort sur le rapport de force, qui est-ce qui en a le plus. Il est clair que si vous voulez arrêter une guerre, c'est au plus fort de dire qu'il arrête. Conceptuellement, vous voulez arrêter une guerre, c'est vous qui avez encore la possibilité d'escalader, de faire plus mal, de continuer. Si vous voulez arrêter la guerre, c'est vous qui arrêtez. Et ça veut dire que la dernière rétribution, la dernière vengeance, vous la faites pas. Vous dites, je pourrais le faire. Qui est le plus fort à ce jour ? États-Unis, Israël, Iran, puisque vous dites que... Alors comme ils sont tous convaincus d'être le plus fort, normalement, ils devraient tous être dans une course pour arrêter. En fait, quand je dis Israël, j'ai tort de dire Israël, c'est le gouvernement Netanyahou, d'accord ? Beaucoup d'Israéliens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe à l'heure actuelle, hein. Donc c'est j'allais dire le régime, il a été élu quand même. Bref, le gouvernement Netanyahou est engagé dans une voie sans issue. Je pense les Iraniens aussi, et Trump aussi. Alors, on prend la direction d'Israël, parce que Benyamin Netanyahou, justement, vient à l'instant de prendre la parole. Betsy Bessalem, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes correspondante LCI à Tel Aviv. Beaucoup de choses se sont passées. Donald Trump, Benyamin Netanyahou se sont parlé, et Benyamin Netanyahou a pris la parole pour dire quoi ? Tout à fait, quelques minutes. Il a notamment évoqué ces entretiens réguliers, a-t-il dit, avec Donald Trump, lors desquels le Premier ministre évoquerait, soulignerait le droit d'Israël de se défendre. Il a insisté, et vous allez le voir, lié sur la nécessité de distinguer les fronts iraniens et libanais. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'a essayé de faire ces dernières 24 heures l'armée israélienne, c'est de faire en sorte que Téhéran ne puisse pas riposter en tirant des missiles vers Israël au cas où l'armée israélienne viserait notamment le Hezbollah à Beyrouth. Et d'ailleurs, un peu plus tôt, avant cette déclaration de Benyamin Netanyahou, vous aviez le ministre de la Défense, Israël Katz, qui affirmait que les opérations au Sud-Liban continuerait et que si de nouvelles roquettes étaient tirées depuis le Liban vers le nord d'Israël, à nouveau, Tsahal répliquerait en visant le Hezbollah à Daria, au sud de Beyrouth. Or, l'escalade est donc toujours proche, puisque l'Iran a menacé, a averti aujourd'hui à la mi-journée, si jamais Israël vise à nouveau le Liban, l'Iran reprendra ses tirs de missiles vers le territoire israélien. Et on voit bien encore une fois ce que Raphaël Jérusalem a appelé le cercle vicieux tout à l'heure. Merci beaucoup Betsy Bessalem d'avoir été avec nous. Et donc Benyamin Netanyahou le dit, notre campagne n'est pas terminée. Effectivement, l'Iran promet de riposter si c'est le cas, donc ça va se passer. Voilà ce que l'on comprend. Et il invoque, Benyamin Netanyahou, Guillaume Roquette, le droit d'Israël à se défendre. Oui, je pense que c'est une invocation légitime. Parce que moi, les échos que j'ai, c'est que en Israël, même les opposants à Benyamin Netanyahou ne contestent pas la nécessité absolue de mettre fin aux frappes du Hezbollah depuis le sud Liban, parce que c'est véritablement la sécurité d'Israël qui est menacée. Et donc, on voit mal comment Netanyahou pourrait dire à Trump, bon ben d'accord, l'important c'est que cette guerre s'arrête, et moi, je veux bien passer par perte et profit la sécurité de mon pays. Après le début de la guerre fin février, le Hezbollah a recommencé à frapper Israël, et c'est bien la preuve que les actions qui avaient été menées par l'armée à la demande de Netanyahou n'avaient pas été suffisantes. Le Hezbollah n'est pas démantelé, et je ne vois pas pourquoi est-ce que Israël dévierait de ce qui a toujours été sa ligne, c'est-à-dire la paix, ça passe après, la priorité c'est notre sécurité. Donc quitte à assumer ce nouveau cycle de frappe et cet engrenage. J'allais vous dire, cet engrenage, ça fait presque des dizaines d'années qu'il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que, à un moment, les Israéliens frappent le Hamas à Gaza, ils frappent le Hezbollah au Liban, il intervient en Syrie pour changer le régime, il essaye de mettre à mal les capacités militaires iraniennes. C'est un état de guerre permanent. Alors il est là le débat entre ceux qui disent Benyamin Netanyahou doit calmer le jeu et ceux qui disent il est dans son bon droit, il est légitime, il peut continuer. Oui, mais là n'est pas la question. Là, ce qui vient de se passer hier, c'est un changement dans les règles
d'engagement dans les règles de la bataille qui est en train de se passer, d'une part entre Israël et le Hezbollah, d'autre part entre Israël et l'Iran aussi. Il y a une nouvelle équation qui a été imposée par l'Iran et par Israël, disant que si le Hezbollah est frappé, si plus précisément la banlieue sud est frappée, c'est l'Iran qui va riposter. Israël se réserve le droit donc légitime de se défendre. Mais moi, ça, je vous pose la question, est-ce que pour vous, cette défense, puisque c'est ce qu'invoque Benyamin Netanyahou, est effectivement légitime? Est-ce que pour vous, Israël est dans son bon droit de vouloir aller au bout de sa campagne en assumant potentiellement le cercle vicieux dont on parle depuis tout à l'heure? Déjà, l'idée même de la défense, oui, est une idée légitime. Quand on se défend, c'est légitime normalement. Je rappelle, on a rappelé avec le colonel Goya quelles étaient les frappes et les cibles à Téhéran et partout en Iran hier. Je rappelle quelles étaient hier les frappes entreprises par le Hezbollah. Un missile sol-air contre un avion de chasse israélien, plusieurs roquettes tirées sur le nord d'Israël, et ça continue avec également les drones filaires utilisés par le Hezbollah et qui entrent en jeu dans cette guerre. On voit très bien qu'il y a un entêtement côté Hezbollah et que tant que cette guerre, elle est menée, le Hezbollah la perpétue, Israël va s'arroger toujours le droit de riposter. Regardez, un haut cadre iranien déclare la région peut devenir un enfer. Au regard de ce qu'on entend comme déclaration ces dernières heures, la région va devenir un enfer, va redevenir ou continuer d'être un enfer, à n'en pas douter? C'est déjà un enfer si vous demandez aux Libanais, et je parle même pas de Gaza ou de la Cisjordanie, c'est déjà un enfer. Mais je parle même du retour de la guerre totale avec les bombes, parce que de toute façon, on ne voit pas l'issue. Oui. Et ce qui est terrible, c'est que même s'il y a un retour à la guerre totale, tout le monde recommence à défourailler de tous les côtés, je suis convaincu que ça ne changera rien. 40 jours plus tard, épuisés, les trois camps, en gros, s'arrêteront. Et le Liban aura été encore plus ravagé, et il y aura toujours du Hezbollah, et l'Iran sera encore plus ravagé, mais ils seront toujours là. Il semblerait que le régime, c'est quand même terrible ça, le régime iranien est, semble-t-il, conforté par en opinion intérieure. Maintenant, c'est pas que les gens l'aiment, mais il y a un ralliement. Et surtout, les gens ne croient pas un mot de ce que dit Trump quand ils ont découvert que Trump pensait négocier avec Ahmadinejad à l'époque, et maintenant avec Khamenei. Mojtaba Khamenei. L'Iran, la région, peut devenir un enfer. Oui, effectivement, la région est déjà un enfer, mais est-ce que ça peut s'aggraver dans les prochaines heures? On rajoute dans notre équation la question des proxys que vous avez mis vous-même sur la table il y a quelques instants, colonel Goya, parce que les Houthis se sont rappelés à notre bon souvenir, tir de missiles des Houthis du Yémen en direction d'Israël. Ils annoncent interdire la navigation des navires israéliens en mer Rouge. On a un détroit qui est important, Bab el-Mandeb, qui est au cœur un peu plus des tensions ces dernières heures. Oui, l'embrasement régional est à la clé potentiellement dans les prochaines heures. Oui, c'est possible. Si vous voulez, d'un point de vue stratégique, on est face à ce qu'on appelle un problème à trois corps. Normalement, dans une guerre, vous avez deux camps qui s'opposent. Alors c'est dur, etc., mais c'est à peu près lisible et on voit on peut à peu près prévoir les choses. Là, on a avec trois camps. On a les Israéliens, l'Iran et les États-Unis et Trump, qui ont chacun, qui sont trois acteurs importants et qui finalement ont chacun leur politique différente. Et ça, ça introduit de la complexité des choses et de l'imprévisibilité. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, une grande volatilité et qui reste tout à fait imprévisible. Donc là, on est dans une situation effectivement où chacun des Américains sont dans leur voie. Donald Trump est dans sa voie, il veut absolument négocier, obtenir quelque chose. Netanyahou est également dans sa voie, il est obligé d'assurer la sécurité de son pays, de répondre à la demande de ses électeurs. C'est bientôt ses électeurs, donc il est coincé dans son affaire. Les Iraniens aussi, on voit bien, ils n'étaient effectivement pas obligés de s'associer à l'Iran, au Hezbollah, aussi étroitement. Et dans le passé, ils ont laissé tomber le Hezbollah à plusieurs reprises, c'était pas un problème. Mais là, donc il s'est passé quelque chose d'important. Là. Oui, mais je pense aussi que du côté iranien, il y a cette volonté de créer des problèmes. Voilà, qui protège le noyau dur. Donc il y a des problèmes urgents à résoudre, il y a le problème du Liban à résoudre, le problème du détroit d'Ormuz à résoudre, la sécurité éventuellement des pays du Golfe à résoudre, avant même de penser au nucléaire, avant même de penser même au statut du régime. Donc c'est une grande manœuvre retardatrice.
qui est relativement efficace. Mais donc, à vous suivre, c'est bien l'Iran qui dicte le tempo, c'est l'Iran qui dicte les règles du jeu dans toute la région ? Grégory Philippe. Oui, en plaçant le Liban encore une fois. Vous avez vu passer ce message sur X, je crois, du ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, qui mettait les deux drapeaux iraniens et libanais pour dire attention, ce problème n'en est qu'un finalement. Donc pour gagner du temps, notamment ils mettent le Liban sur le devant des préoccupations de ce trio dont vous venez de parler, Michel. Après sur le trio, moi je pense que évidemment on a évoqué l'engueulade de Trump à Netanyahou, les mots d'oiseau, les tuer complètement fous, etc. Je pense que malgré tout, les deux pays restent alliés. Et de toute façon, si les États-Unis lâchent Israël, dans 6 mois, il y a plus d'État hébreu, ne serait-ce que par l'aide militaire, etc. Donc ils restent alliés, mais depuis le début, et ça on l'a dit et répété, ils ont des objectifs différents. Donc même si vous êtes alliés, vous pouvez avoir des opinions différentes, parfois vous engueuler, vous rabibochez, etc. Mais depuis le premier jour de cette guerre, et même avant, les objectifs de guerre sont différents. Pour Netanyahou, c'est évidemment enlever la menace iranienne et surtout enlever la menace du Hezbollah. Mais donc dans l'histoire, si vous nous rejoignez ces dernières heures, c'est que Israël, à un moment donné, a décidé de riposter face à l'Iran contre l'avis de Washington, contre l'avis de Donald Trump personnellement. Pour vous, Général Yakovlev, Israël a prouvé qu'il peut reprendre la guerre sans l'accord de Trump. Il a envoyé un message, le pays, en tout cas Benyamin Netanyahou, un message d'indépendance qu'il gère et qu'il gérera son propre agenda. Oui, il prend un risque quand même vis-à-vis de Trump. D'abord, Israël ne peut pas reprendre la guerre contre contre l'Iran. Ils peuvent frapper. Mais reprendre une guerre, une campagne prolongée, c'est au-delà de leurs moyens, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas assez de ravitailleurs. Et ça m'amène à dire que quand même la frappe qui a été faite, donc c'est une série de frappes, elle a de fait été autorisée par Trump. Donc Trump, quand il dit, j'ai dit à Bibi, c'est moi qui tiens toutes les cartes, et que 3 heures après, les avions israéliens frappent, ça veut dire de Bibi, cause toujours, tu m'intéresses. En réalité, le fait est que pour que cette frappe, si Trump avait décidé que cette frappe n'aurait pas eu lieu, il aurait été obligé de dire à Netanyahou, si tes avions survolent l'Irak, que je contrôle, je les flingue. C'est aussi con que ça. Je t'interdis, ou alors je te promets que plus jamais je te prêterai un ravitailleur. Tu feras ce que tu voudras après, mon pote, mais tu n'auras plus de ravitaillement en vol. Donc, Trump avait un moyen d'interdire à Netanyahou. Sauf que ça supposait qu'il ait une connaissance des choses militaires, que CENTCOM ait comme consigne de dire aux Israéliens faites pas ça, j'ai des consignes. C'est sûrement pas ce qui est arrivé. Donc, Netanyahou, moi, je serais Trump, je vivrais ça comme quelque chose d'un peu humiliant quand même. Alors justement, on est au cœur du sujet qu'on voulait aborder. La transition, elle est parfaite, et notamment avec Sonia Dridi qui nous attend depuis la Maison-Blanche, correspondante accréditée à la Maison-Blanche. C'est tout le sujet. On se demande ces dernières heures si Donald Trump a été humilié par Benyamin Netanyahou. Merci d'être avec nous, Sonia. Selon vous, Donald Trump a-t-il été humilié la nuit dernière ou peut-on imaginer un double jeu du président américain qui publiquement dit à Benyamin Netanyahou il faut se calmer, mais en privé, feu vert. Oui, eh bien, votre invité le disait très bien juste à présent. Si Netanyahou a répliqué, c'est qu'il a eu en gros l'autorisation des États-Unis. Et ce n'est pas la première fois que ce que dit Donald Trump en public est différent de ce qu'il dit en privé. Ce qui est certain, c'est qu'il est toujours aussi pressé de décrocher un accord avec l'Iran. Et après avoir parlé tout à l'heure avec le Premier ministre israélien au téléphone, eh bien, il s'est empressé d'écrire sur son réseau social Truth que désormais l'Iran et Israël travaillaient à un cessez-le-feu. Il a également déclaré qu'un accord final était proche, qu'il répète évidemment depuis déjà un certain temps, et il a assuré que si la stupidité ne l'emportait pas, eh bien il pourrait y avoir un accord. Pour l'instant, en tout cas, il semble y avoir une cessation des hostilités entre l'Iran et Israël. Donc Donald Trump a obtenu ce qu'il souhaitait, avec un petit peu de mal, mais
l'armée. C'est ce qu'il avait dit hier à un moment sur son réseau social Truth. En gros, chacun a fait sa frappe, l'Iran et Israël. Maintenant, on repart à zéro et tout le monde se calme. C'est ce que souhaite Donald Trump. Vous pouvez peut-être le voir derrière moi. Il y a cette grande tâche parce que ce dimanche, c'est son anniversaire, c'est 80 ans. Il va y avoir un grand combat de MMA organisé à la Maison-Blanche. Il est pressé de passer à autre chose. Il est pressé toujours par son opinion publique de trouver une sortie à la guerre et par nombre de ses conseillers ici à la Maison-Blanche. Mais il est aussi pressé par beaucoup de républicains à l'extérieur de la Maison-Blanche de trouver un accord qui ne serait pas trop humiliant pour les États-Unis. Merci beaucoup, c'était précieux Sonia Dridi. Merci beaucoup, effectivement, on la voit, cette grande arche derrière vous que Donald Trump estime être à la hauteur de la Tour Eiffel en termes de symbole. Donc tout ça, on va le scruter ces prochaines heures, c'est pas l'enjeu du jour. Ma question, Guillaume Roquette, c'est quel jeu joue Trump selon vous ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement c'est la preuve ultime là, ces dernières heures qu'il est humilié et que la guerre lui échappe ? On sait bien que c'est un peu plus compliqué que ça, non ? Sans doute que Trump a une boussole. Cette boussole, c'est d'arrêter la guerre. Parce que il a compris qu'il ne pourrait pas la gagner. Il a essayé de mettre hors d'état de nuire le régime iranien. C'était, à mon avis, une ambition légitime. Et cette guerre n'était pas injuste en elle-même. Il se trouve qu'il a perdu. Donc maintenant, il faut qu'il arrête. Alors, il y a évidemment un motif de tension qui est que son allié israélien, il est allié, mais il n'est pas aligné. Et donc, il refuse de faire baisser la tension comme Trump le souhaiterait. Je pense que, bien sûr, Trump a fait les gros yeux en disant à Netanyahou, tu ne frappes pas. Netanyahou a quand même riposté, le colonel Goyal disait tout à l'heure, en Iran, mais ça relève plus de l'avertissement que du retour de la guerre. Et d'ailleurs, le régime iranien lui-même a employé ce terme avertissement. C'est-à-dire qu'il y a de part et d'autre des frappes, comme s'il fallait bien montrer que on ne se résignait pas à ce que tout ça s'arrête. Mais je crois que ça ne change pas fondamentalement la ligne de Trump. Je pense que Netanyahou va continuer sa guerre de son côté pour essayer de mettre en détenir le Hezbollah, qui va le faire peut-être de façon plus diffuse, plus sourde, pour ne pas gêner Trump dans ses négociations. Mais cette dissociation entre les deux conflits, elle va demeurer parce qu'il est inéluctable. D'un côté, Trump qui dit « faut que ça s'arrête », de l'autre côté, Netanyahou qui dit « je ne peux pas accepter que mes populations civiles soient bombardées par le Hezbollah ». Colonel, je me permets de revenir sur ce que disait le général il y a quelques instants. Si vraiment Donald Trump avait voulu interdire à Netanyahou cette riposte, il aurait pu le faire, signe que les choses sont un peu plus troubles. Oui, bien sûr, il aurait pu. Déjà, ils auraient peut-être évité de fournir des centaines, des milliers de tonnes de munitions il y a quelques jours aux Israéliens. Ils ont compléter complètement les stocks, donc de quoi mener des campagnes aériennes, des frappes aériennes à grande échelle. Et donc oui, ils ont quand même un certain nombre de leviers, mais voilà, peut-être que Trump n'ose pas non plus interdire complètement, museler complètement les Netanyahou et les Israéliens. Pardon ? Pourquoi ? Que craint-il ? Quand même, Israël, c'est pas n'importe quoi non plus aux États-Unis. C'est bafoué comme ça. Enfin. Dans le passé, il a appelé Netanyahou, il a dit voilà, tu arrêtes tes conneries, on arrête là. Là, je pense qu'il pouvait pas décemment interdire aux Israéliens de riposter sur l'Iran. C'était trop gros. Et voilà, il espère que de toute façon ça va rester là. Ce qui n'est pas évident. Je rappelle que effectivement, qui est dissuadé à l'issue de cette séquence ? Est-ce que les Israéliens se disent oui, oula, si on réattaque Beyrouth, on va reprendre des missiles iraniens ? Non, je pense que ça ne leur pose pas de problème. Du côté iranien, avec les frappes qu'on a subies, on va peut-être éviter de réattaquer Israël. Je ne suis pas sûr du tout. Non. Donc ça n'a rien changé globalement la situation générale. Donc ça peut recommencer effectivement à tout moment. À tout moment. Et voilà. Et là aussi, Trump, il sera. Mais cette fois avec un changement des règles d'engagement. Qu'est-ce que la posture de Trump ? Trump, dans certains pays arabes, on dit la magie s'est emparée du magicien. Voilà. Trump, il a lancé cette guerre, et puis là, maintenant, il ne maîtrise plus rien dans toute cette affaire. Alors je vous soumets une réflexion du formidable rédacteur en chef de cette émission qui s'appelle Guillaume Deblé et qui se demandait aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut imaginer Donald Trump, donc hors toute idée de perte de contrôle, au contraire utiliser Israël comme un proxy ?
comme un proxy, c'est-à-dire que sous-entend Guillaume Deblé, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il laisse en fait officiellement, il les laisse faire le sale boulot entre guillemets. En fait, on laisse faire le sale boulot. Honnêtement, je pense pas. Enfin, je pense que l'état d'esprit de Trump est assez bien résumé par une déclaration qu'il fait hier soir sur Fox News à Trey Yingst, qui est un des très bons reporters de Fox, et il s'adresse à l'Iran et il dit moi, l'Iran, ce que je leur suggérerais, c'est de dire vous avez tiré vos missiles, ça suffit, maintenant on retourne à la table des négos. Et il pourrait dire un peu la même chose aux Israéliens. Il pourrait dire, ok, vous avez répondu, j'ai pas forcément validé ces frappes-là, vous y êtes allé un peu tout seul, mais maintenant ça suffit, revenez à la table des négociations. Je pense que c'est vraiment ça, l'état d'esprit de Trump, c'est la volonté de sortir très vite, et il réalise, mais depuis quelques semaines maintenant, qu'il n'a pas la main. Il n'a pas les cartes, pour reprendre une expression utilisée dans le bureau ovale il y a très longtemps face à Volodymyr Zelensky. Et donc il est, avec cette puissance militaire phénoménale, ce budget militaire à 1000 milliards de dollars, il se retrouve impuissant, sans avoir la main sur ce qu'il a lui-même déclenché. Justement, il avait aussi exclu Israël des négociations avec l'Iran. Les négociations avec l'Iran, c'est États-Unis et Iran. Donc les Israéliens disent, écoutez, ça ne vous concerne pas. Et puis maintenant, c'est parce que oui, ça concerne aussi un peu l'Israël. Je voudrais vous soumettre une petite image. On voit des Iraniens qui habillent, entre guillemets, des missiles. Et notamment, sur ces missiles, on peut lire, je ne vais pas tout vous traduire, mais à tous les peuples du monde, nous combattons une organisation criminelle, nous ne comprenons pas de la sécurité de notre peuple, de débarrasser le monde de la corruption et de l'usure. Nous sommes sur le droit chemin de Jésus et de Moïse, etc. Voilà pour les images de propagande les dernières. Dans le fond, Maya Kadra, est-ce qu'ils ne sont pas en train de réaliser une de leurs ambitions, les Iraniens? Si effectivement il y a des désaccords entre Benyamin Netanyahou et les États-Unis, c'est pas exactement ce qu'ils veulent, ces dissensions? Exactement, et ils ne peuvent que se réjouir de toutes ces divergences, mais c'est des divergences tactiques, ce ne sont pas des divergences stratégiques. Si Trump concède vraiment quelque chose de majeur aux Iraniens, c'est à ce moment-là qu'on peut parler vraiment de divergence stratégique entre les deux pays et même une rupture de cette alliance qui existe, qui a l'âge d'Israël, qui existe depuis le début de la déclaration de l'indépendance de l'État hébreu. Aujourd'hui, il faut juste garder une certaine mesure quand on s'attarde sur ce qu'il se passe au Moyen-Orient. Il y a certes une faiblesse stratégique américaine qu'on voit dans cette inertie du conflit. On a l'impression que même les États-Unis ont perdu, mais il y a des petits éléments qui sont des décisions, par exemple, de Scott Bessent, du Trésor américain, de sanctionner, par exemple, la chaîne de crypto-monnaies iranienne. Et donc, vous voyez, donc, avec le double blocus imposé par les États-Unis, il y a également un blocus financier sur la chaîne de crypto-monnaies. Donc même si les Iraniens perçoivent un droit de payage de certains, ils ne peuvent plus le faire. Il y a des sanctions contre des sociétés écrans et je trouve que tout ça c'est concerté entre Américains et Israéliens. Il n'y a pas encore de dissension majeure. Profonde et majeure. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé ces dernières heures nous pousse à nous poser la question de savoir si Donald Trump va à nouveau devoir replonger dans la guerre. Oui, 3 jours avant l'ouverture de la Coupe du Monde. S'il doit replonger dans la guerre, le président américain, quelles sont les pistes sur la table? Eh bien, il les a détaillées auprès du Financial Times et on va regarder ça ensemble et c'est le colonel Goya, pardonnez-moi l'expression, mais qui s'y colle une nouvelle fois. Merci beaucoup, colonel, de m'accompagner devant mon écran géant. En cas d'absence d'accord, oui. Colonel, Trump menace d'un raid commando contre l'Iran et précise, je cite, « Nous pourrions nous occuper du reste du territoire que nous n'avons pas encore couvert. » Concrètement, colonel, à quoi pourrait-on s'attendre? Alors oui, Trump se sent obligé de rappeler qu'il a un gros bâton quand même à la main, même s'il a vraiment pas envie de l'utiliser. Alors quand il parle de raid commando, il faut bien comprendre aussi un autre élément, c'est que Donald Trump ne comprend rien à la chose militaire. Ça l'intéresse pas. Quand il parle d'un raid commando, qu'est-ce que c'est concrètement, c'est vous en prenez des soldats, vous les envoyez par air, par mer, par terre, quelque part, ils cassent, ils capturent,
ils récupèrent des pilotes, par exemple, etc. Ils font quelque chose, puis ils rentrent à la maison. C'est ça, un raid commando. Bon, Trump est capable de l'organiser. Hein, et il a, en Syrie, il a fait tuer al-Baghdadi de cette façon, la capture de Maduro, des choses comme ça, les récupérations des pilotes, tout ça, ce sont des raids commando. Alors, on peut imaginer d'utiliser ce mode d'action à grande échelle pour aller casser des missiles. On voit les sites de missiles, pour aller, en plus des frappes, pour aller attaquer la côte, pour reprendre des îles, etc., etc. Mais soyons clairs, c'est trop dangereux, c'est trop risqué à mon sens, pour Donald Trump. Ce que je crois, c'est qu'il pense, en parlant de raid commando, à relancer des frappes, éventuellement, des frappes aériennes, mais rapides et massives, sur un certain nombre d'objectifs. Alors, qu'il dit les objectifs qu'on n'a pas encore frappés. Alors, ce qui sous-entend, effectivement, de recommencer, en fait, ce qui a été inachevé dans la campagne précédente. Donc, objectif, par exemple, les missiles balistiques, dont on voit qu'ils continuent à constituer une menace importante, etc., etc. Ou est-ce qu'ils pensent à élargir à des infrastructures civiles? En fait, je pense qu'il n'en sait rien lui-même. Il ne le sait pas. Mais Donald Trump, par ailleurs, promet aussi le maintien du blocus dans le détroit d'Ormuz pour empêcher l'Iran d'exporter son pétrole. Oui, alors ça, par contre, Donald Trump, il lui faut des opérations simples, des opérations militaires simples, qui ont deux caractéristiques. Un, elles ont des objectifs, elles ont des effets stratégiques. Et deux, il n'y a pas de risque. Or, le contre-blocus, c'est effectivement, ça correspond à ces deux critères. Il y a un effet stratégique, oui, ça permet de bloquer une grande partie du commerce iranien, puisque je rappelle que l'idée, c'est de bloquer les ports iraniens, l'entrée et la sortie des ports. Donc, on estime qu'il y a à peu près 132 navires qui ont été empêchés de sortir ou de rentrer des ports iraniens. On voit les chiffres, 6 bateaux neutralisés, donc c'est relativement important. Et puis, on a divisé le commerce du pétrole iranien par 7. Donc, il y a un effet. Et encore une fois, c'est sans grand risque. Voilà, donc on voit les 6 pertes. 6 milliards de pertes pour l'Iran. Voilà. Donc, et encore une fois, divisé par 7 le commerce de l'exportation de pétrole. Maintenant, oui, c'est un effet, ça marche. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de perte humaine, donc c'est tout bénéfice pour Donald Trump. Maintenant, est-ce que ces effets sont suffisants ou est-ce qu'ils sont assez rapides pour vraiment obtenir quelque chose de décisif? Ça, c'est une toute autre question. Merci beaucoup, colonel Goya. Général Yakovlev, à la fin de la journée, comme on dit, est-ce qu'il faut tout à fait écarter la possibilité d'un retour dans la guerre du président américain et des troupes et des moyens américains? Alors, on ne peut jamais l'écarter puisqu'il est capable du pire. Hein. Mais je sais pas, j'y crois pas. Alors, je peux me tromper. Hein, si ça se trouve cette nuit, on dira tiens, Yako s'est trompé. Ça arrive. J'y crois pas. Je vois pas le contexte. Déjà aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit au sens où il était plus dans le mode bon un partout, balle au centre. Faudrait commencer à reparler. Ok, tout le monde a tapé, c'est bon. Vous voyez, il est plus dans ce mode-là. Expliquer à son opinion, même si techniquement ils sont capables, hein, ça y est, les avions, ils ont fait la maintenance, ils ont rechargé les obus, ils pourraient recommencer à frapper. Mais même pour un commando, pour des raids, tout ce qui souhaiterait... le commando, ça me fait mourir de rire, l'histoire de faire un commando. Un commando, pourquoi faire? Pour planter un drapeau et repartir, c'est tout ce qu'il peut faire. Il n'aura pas d'effet stratégique. Je vois pas où un commando, une petite action tactique aurait un effet stratégique. Non. Et pour reprendre des frappes, j'entends souvent l'argument, en particulier des Israéliens, qui est il faut qu'on finisse le boulot. Bon, après, alors on a entendu des chiffres, ça allait de 13 000 à 25 000 frappes. Alors, est-ce que c'est le nombre de bombes ou est-ce que c'est le nombre de... Enfin, bref. Il y a eu mettons 20 000 cibles frappées. Bon, admettons qu'ils recommencent, qu'ils en frappent 4 000. Pourquoi ces 4 000 cibles changeraient le sort de la guerre alors que les 20 000 précédentes ne l'ont pas changé? Pourquoi ces 4 000 cibles décisives n'ont pas été traitées parmi les 20 000 premières, du coup? Donc c'est un argument vide de sens de recommencer cette campagne aérienne en espérant qu'elle changera le cours de l'histoire. Ça, j'y crois pas une minute. Je pense que ses conseillers, dans la mesure où ils les écoutent, n'y croient pas non plus. Et je pense que Trump, il la sent pas là. Il est vraiment mal à l'aise pour dire on est reparti pour un tour. Alors quelles options s'offrent encore à Donald Trump à ce jour? La paix.
effectivement, il peut reprendre des frappes puisqu'il a refait le plein de munitions, mais comme le disait le général Yakovlev, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets, c'est-à-dire rien. Les Iraniens rentrent la tête dans les épaules et font le gros dos en attendant que les frappes s'arrêtent. Quant aux actions commando, vous vous souvenez de l'inquiétude qui a été celle des États-Unis tout entier lorsqu'il y a eu l'opération pour récupérer le pilote qui s'était éjecté en Iran. Or, l'un des objectifs de Trump, c'est de faire prendre le minimum de risque à ses troupes. Et évidemment, une opération au sol, on est sur un degré de risque bien plus fort que dans des frappes aériennes face à un pays qui n'a plus de défense solaire. Je lisais certains qui disaient Donald Trump privilégie la désescalade, mais attention à ne pas paraître plus faible, trop faible sur le moyen et le long terme. C'est-à-dire qu'éviter la confrontation aujourd'hui, très bien, mais ça pourrait mener à une confrontation plus grave demain si les États-Unis apparaissent trop faibles. Oui, alors que ce soit d'ailleurs dans la région ou ailleurs. C'est-à-dire Exactement. que là, pour l'instant, le crédit des États-Unis, c'est qu'il est quand même un peu entamé, quoi. C'est-à-dire que là, vous regardez dans le reste du monde, on dit finalement, ils n'ont pas réussi à faire plier l'Iran, qui est pas non plus une superpuissance. L'Iran, leurs dépenses militaires, c'est entre 20 et 25 milliards de dollars chaque année. Et donc, vous avez plein d'autres candidats qui se disent, tiens, finalement, les États-Unis, c'est pas si fort que ça, quoi. Vous savez, il y a l'effet inverse, 1990, première guerre du Golfe, à laquelle a participé le général Yakovlev, il y a une démonstration de force écrasante. Là, écrase complètement. C'est parce que j'y étais. Exactement. Écrasante. Et là, tout le monde se dit, waouh, les Américains, on peut. Ils sont seuls plus forts, on ne peut pas les battre. D'où d'ailleurs les programmes nucléaires un peu partout en se disant il n'y a que le nucléaire qui peut nous sauver, etc. Là, on termine un peu ce cycle. Déjà avec les conflits en Irak, en Afghanistan, et puis là, on se dit on est face à une puissance qui a peur. Les Américains ont peur d'envoyer leurs soldats. Quand vous avez peur d'envoyer vos soldats pour prendre des risques, ça y est, vous pouvez avoir tous les gros avions du monde, un budget pharaonique. Enfin non, vous êtes faible. Et ça, c'est pour l'image des États-Unis, c'est absolument catastrophique ce qui est en train de se passer, quoi. Allez-y, Grégory. Oui, le monde a changé. Effectivement, on a vu ces guerres, notamment en Irak ou en Afghanistan, où l'hyperpuissance américaine était mise en difficulté. C'est ce qu'on constate aussi depuis le 28 février. Merci, parce que j'adore, parce que je vous ai fait comme ça pour te dire toute la vérité, pour dire attention, pas trop long, parce qu'il y a Sylvie Ami comme tu viens d'arriver. Oui, mais je sais, mais on se retrouvera, je crois, à n'en pas douter, assez rapidement. Merci Grégory Phillips, merci beaucoup Colonel Goya, merci infiniment Général Yakovlev, merci beaucoup Maya Kadra, merci beaucoup Guillaume Roquette, et merci à vous de nous regarder chaque jour. Merci également de nous écouter, parce que vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les podcasts. Alors vous le savez, vous scannez le petit QR code qui est en bas, maintenant vous avez l'habitude, vous flashez, et vous pouvez nous retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcast. Merci encore une fois d'être toujours plus nombreux.